Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette émission consacrée au vin. Vous êtes avec Stop Intox comme tous les jours pratiquement. Nous sommes là de 10h30 à 11h30. Stop Intox, c'est le correcteur d'infos. Quand on vous raconte des cracks, nous sommes là pour essayer de remettre un peu de savoir, un peu de connaissance au milieu du débat. Autour de la table, alors nous attendions, on va parler du vin, on va parler des résidus. On attendait Bernard Farge, qui est le président du CIVB, le Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux. Alors Bernard n'est pas là pour une raison simple, et qui d'ailleurs pose une partie du débat. Bernard est juste à côté, à quelques dizaines de mètres, et il accueille l'ambassadrice des États-Unis en ce moment sur le stand des vins de Bordeaux. Pourquoi? Parce que le vin, évidemment, le vin français s'exporte beaucoup aux États-Unis. Il y a un lien. Alors, il y a un lien de concurrence, mais aussi il y a un lien de consommation, d'intérêt des consommateurs américains pour les vins de Bordeaux. Yves Damécourt, vous serez un peu le porte-parole des viticulteurs du Bordelais. Vous exploitez quelques dizaines d'hectares dans le Bordelais, mais aussi dans la région de la Dordogne, c'est bien ça. Et vous êtes porte-parole national du mouvement de la ruralité. Jean-Marc Pétat, bonjour. Vous êtes directeur développement durable et communication chez BASF Agro France. On va parler de la question des résidus, du traitement de la vigne, les médicaments qu'on applique aux plantes. Et puis Eddy Fougier, merci Eddy d'être là à nouveau. Bonjour. Fidèle aux questions agricoles. C'est vrai que c'est un territoire d'expression des contestations. L'espace agricole, la viticulture notamment, vous êtes spécialiste de l'altermondialisation. Le point de départ, c'était il y a quelques années, peut-être qu'il faut resituer les choses, Yves Damécourt, c'était il y a quelques années, la contestation des méthodes de traitement de la vigne dans le Bordelais à l'issue d'un incident que je résume simplement mais que vous allez détailler, des traitements, c'est ça, des traitements de la vigne à côté d'une école, un enfant qui se sent pas bien, ce que j'ai compris, et puis un débat qui part et qui s'enflamme. Oui, c'était dans le Blayais, donc une des régions productrices de Bordeaux. Un viticulteur qui d'ailleurs n'avait pas respecté la loi, puisqu'en fait, dès qu'il y a un petit peu de vent, on n'a pas le droit de traiter, et qui a traité au bord d'une école, alors que les enfants étaient en cours de récréation, et il y a eu une aspersion. D'ailleurs, je tiens à souligner que c'était un viticulteur bio. Et donc, cette aspersion s'est faite avec un produit agréé pour l'agriculture biologique, qui est la bouillie bordelaise, qui est le pesticide par excellence. Un sulfate. Voilà, c'est un sulfate de cuivre. De cuivre, oui, qui pénètre d'ailleurs assez profondément la terre, c'est ça? Oui, et qui est un produit dangereux, hein, puisque le sulfate de cuivre, c'est un biocide. On met du cuivre dans toutes les peintures, dans les hôpitaux, etc., parce que le cuivre tue tous les germes, voilà, c'est un biocide. Et donc, en plus, ça a une couleur bleue, qui est reconnaissable. Autrefois, quand les gens avaient une vigne qui poussait sur leur maison, ils la traitaient à la bouillie bordelaise et les murs étaient bleus. La bouillie bordelaise, voilà, c'est ça. La bouillie bordelaise. Ouais. Bon. Et donc, ça a déclenché effectivement une inquiétude chez les parents, ça a déclenché des réactions de la presse, ça a déclenché d'ailleurs assez justement beaucoup de réactions. Et en fait, comme souvent en France, au lieu d'incriminer le délinquant, c'est-à-dire celui qui ne respecte pas la loi, le viticulteur qui a traité alors qu'il y avait du vent, à des heures où les enfants étaient dans la cour, sans respecter son voisinage, eh bien, on a voulu faire de ce fait un cas général. Alors, c'est le procès d'une profession. Je vais demander simplement en régie qu'on nous remonte le son, oui, là sur le plateau, parce que si vous nous entendez bien, nous on ne s'entend pas très bien. Pas du tout. C'est embêtant pour la nature et la compréhension des échanges. Eddy Fougier, dès qu'il y a un petit incident comme ça, on voit partir une polémique. Est-ce qu'il y a de l'autre côté des officines qui sont prêtes à agir? Alors, effectivement, la question des résidus de pesticides est devenue ce qu'on appelle un problème public. Oui. C'est-à-dire, c'est un enjeu aujourd'hui de clivage où il faut se positionner. Le son, c'est mieux. Il faut se positionner, et on le voit dans la campagne présidentielle aujourd'hui, se positionner sur le glyphosate, se positionner sur les pesticides fait partie des éléments importants que les candidats doivent faire pour attirer des suffrages. Et donc, on voit bien aussi que un certain nombre d'organisations, d'associations,
de collectifs de riverains ont effectivement fait cette montée en généralité, comme on dit dans ces milieux, pour essayer de mettre en exergue des pratiques, montrer du doigt des modes de production et aboutir petit à petit à ce que on exige les suppressions de produits phyto de synthèse. Ce qui est tout à fait nouveau. Il y a 20 ans, on exigeait un usage raisonné et la suppression des produits dits les plus dangereux. Aujourd'hui, c'est une suppression immédiate de tous les produits de synthèse. Est-ce que cette contestation, elle est le fait de ceux qu'on appelle les rurbains? Il y a des gens qui auraient quitté la ville pour venir vivre à la campagne. Je pose la question sans avoir la réponse. Ou est-ce que c'est le fait des riverains historiques de la campagne? D'abord, c'est difficile à évaluer, mais c'est un ensemble. C'est-à-dire que effectivement, vous avez beaucoup de néo-ruraux qui se sont installés à la campagne avec une vision, et je pense que c'est le cœur du problème, c'est-à-dire une vision de la campagne qui est assez nostalgique, c'est le monde d'avant, hein, Martine à la ferme, et une vision aussi récréative de la campagne. C'est-à-dire la campagne est vue comme un lieu de loisirs et pas nécessairement comme un lieu de production économique. Et je pense que c'est pas un lieu de travail, c'est un lieu de repos, voilà, et de loisirs. Sans les nuisances, au-delà du cliché sur le coq qui chante, sans les nuisances que peut générer une activité économique. Et c'est toute la difficulté d'une société, mais ça vaut aussi pour les hommes politiques qui se présentent actuellement à la présidentielle. Une société, et Jérôme Fourquet l'a bien décrit dans son livre, où on est passé d'une société de production à une société de consommation et de loisirs. Et donc, on a des perceptions d'une société de consommation et de loisirs. Donc, on veut les avantages sans les inconvénients. On veut des produits de qualité et peu onéreux dans les rayons de ces supermarchés, mais on ne veut pas, à côté de chez soi, c'est le fameux phénomène NIMBY qui vaut aussi pour la production agricole, on ne veut pas à côté de chez soi des productions qui sont susceptibles de nuire potentiellement à notre santé ou à l'esthétique tout simplement. Donc il y a une partie des néo-ruraux qui sont dans cette logique-là. Peut-être que des riverains plus classiques, eux, savent ce que c'est. Mais tout ça est lié aussi à l'évolution de la démographie, c'est-à-dire l'étalement urbain qui fait qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus proche des activités agricoles, des champs. D'où tout le débat sur les ZNT et on voit bien que symboliquement il y a eu un basculement dans la composition démographique des municipalités, parce que quand vous avez des maires qui veulent imposer des zones de non-traitement, c'est que la majorité n'est pas agricole, a priori. Hein. C'est ça. C'était, vous vous rappelez de cette formule, mettre la ville à la campagne. C'est un peu ce qui s'est produit, l'étalement urbain, la dilatation horizontale de la ville. Jean-Marc Petat, directeur agriculture durable communication chez BASF Agro, comment, dans votre entreprise, vous prenez en compte l'évolution des mentalités? Déjà, ces mouvements, ces questionnements, on les entend et forcément ça influe sur notre manière de travailler. Et notre manière de travailler, elle repose sur deux axes fondamentaux. D'abord, le premier, c'est le respect de la réglementation de la loi. C'est-à-dire que quand nous commercialisons un produit phytosanitaire, qu'il soit pour l'agriculture conventionnelle, haute valeur environnementale ou bio, ce produit doit être homologué. Homologué au niveau européen, homologué au niveau français. Et donc, c'est un processus qui demande 10 ans. Donc, ce n'est pas un travail de formalité administrative, c'est un vrai travail de mise en place d'études sur le court terme, moyen terme, long terme, pour garantir que ce produit, quand il va être dans les mains des viticulteurs, 10 ans après sa découverte, il est sûr, il respecte l'environnement. Ça, c'est la parole de la science. Ça, c'est la parole de la science. Quand on a affaire à une opinion qui, parfois, remet en cause la science ou explique simplement qu'elle n'y croit plus. Eh ben, je pense qu'on peut rêver d'une prise de conscience comme on a pu l'avoir au niveau des vaccins. Là aussi, on a découvert qu'il y a toute une frange de la population qui ne croit pas à la science, qui ne croit pas à la parole des scientifiques et qui vire très vite dans un schéma complétiste. Moi, ce qui me rassure, c'est que 80% des Français on fait confiance à la science, on fait confiance à l'efficacité de la recherche
Et j'aurais tendance à penser que pour la protection des cultures, c'est cet objectif-là qu'il faut qu'on vise, c'est-à-dire arriver à expliquer, parce que certainement qu'on a manqué de pédagogie, arriver à expliquer que finalement, les personnes qui font confiance au vaccin, ils doivent faire également demain confiance à l'homologation des produits phytosanitaires. Alors, ce volet réglementaire scientifique, il ne suffit pas. On voit bien qu'on a besoin aussi de travailler, d'accélérer dans notre travail au niveau des recommandations auprès des viticulteurs. Alors, vous avez, si je puis dire, oui, une sorte de devoir de conseil, même si les viticulteurs connaissent leur métier. On a un devoir d'innovation pour sécuriser encore plus l'utilisation des produits phytosanitaires par les viticulteurs. Et donc, on travaille sur 3 axes principalement. Le premier, c'est bien sûr de continuer à développer des molécules avec des profils de plus en plus favorables. Aujourd'hui, les produits phytosanitaires actuels, qu'ils soient bio ou conventionnels, quand ils respectent les bonnes pratiques, il n'y a absolument aucun risque pour le viticulteur et pour la population aux alentours. Mais on est conscient qu'il y a une demande de suppression du danger. Ce n'est pas seulement suppression du risque, c'est suppression des dangers. Et donc on développe des molécules avec des profils extrêmement favorables et on va lancer dans 2 ans en France un antioïdium qui sera avec un profil extrêmement favorable, encore plus favorable que les produits bio. Et c'est ça notre ambition. Quand vous dites un profil plus favorable, c'est un langage un peu technique pour moi, ça signifie que ce produit, il ne présente absolument aucun danger. Zéro danger, alors zéro risque et zéro danger. Zéro risque et zéro danger. Ça ne veut pas dire qu'il faudra l'utiliser n'importe comment. Ça veut dire qu'on va mettre les chances de notre côté pour réduire encore plus l'exposition de l'agriculteur, du viticulteur et de l'environnement. Et le deuxième axe sur lequel on est, c'est également investir dans l'innovation pour encore mieux protéger les viticulteurs. C'est-à-dire qu'on a noué un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Cepovet pour développer des vêtements de protection adaptés aux besoins des viticulteurs. On sait que c'est très difficile pour les viticulteurs, quand il fait chaud, quand il fait humide, de porter des vêtements de protection. Là, on a développé, en faisant tester ça directement par les viticulteurs, des vêtements qui protègent, des vêtements qui sont confortables. Et le troisième axe, c'est qu'on travaille avec des startups pour développer des pulvérisateurs intelligents qui minimisent le plus possible la dérive et qui favorisent l'application du produit. Et donc je veux citer notamment une start-up qui développe un pulvérisateur qui s'appelle EcoBliss Spray qu'on est en train de tester avec nos produits pour que cette start-up puisse le proposer aux viticulteurs. C'est un peu le modèle du vaccin que vous évoquez là. C'est-à-dire une start-up plus un industriel. C'est l'un adossé à l'autre. C'est un peu le couple efficace aujourd'hui. Oui, parce que je pense que cette complexité que tout le monde connaît, que représente la transition agroécologique, que représentent ces questionnements, plus personne n'a la vérité tout seul. Ouais. Et ça serait arrogant de penser que nous, BSF, on peut tout résoudre. C'est plus possible. On a besoin de nouer des contacts directs avec les viticulteurs. Un de nos axes stratégiques, c'est de casser on va dire les intermédiaires qui nous empêchaient jusqu'à maintenant de dialoguer directement avec les viticulteurs. Et on développe depuis quelques années des innovations qu'on fait tester directement aux viticulteurs pour qu'ils influent sur le développement de cette innovation et que quand on leur propose le produit, il soit parfaitement adapté à leurs besoins. Et ça, c'est un axe stratégique. Yves, on parle même entre nous comme ça d'agroécologie. Il y a une époque, quand mes parents ou mes grands-parents me parlaient du monde paysan, ils me parlaient d'agriculture, éventuellement d'élevage, c'est 2 choses complètement différentes. Y compris le vocabulaire. Le vocabulaire est toujours le reflet de l'évolution de la mentalité des uns et des autres. Vous avez l'impression de mieux faire votre métier aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 20 ans ? On a fait énormément de progrès. D'abord dans l'utilisation des produits avec toujours plus de précision. Précision des molécules que l'on utilise pour que leur spectre d'action soit le plus petit possible et vraiment ciblé vers l'ennemi. En gros, dans la vigne, c'est l'oïdium, le mildiou qui sont vraiment 2 maladies cryptogamiques qui sont dévastatrices. Précision dans les modes d'application, donc avec des nouveaux pulvérisateurs, avec plus de précision dans les jets, etc. Enfin, tout ça aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de travail. Oui, c'est ce que Jean-Marc décrivait. Voilà. Oui, c'est ça.
se donner des outils plus efficaces. Et aujourd'hui, précision aussi dans la connaissance de son vignoble, puisqu'il y a aujourd'hui des startups qui travaillent sur des cartographies au mètre près de l'endroit où il y a les foyers de maladies. C'est-à-dire que le rêve aujourd'hui du viticulteur, c'est que la machine à vendanger, quand elle va récolter la récolte, elle va faire des mesures régulières sur la récolte qu'elle prend, et elle va mesurer un certain nombre de choses, et ça deviendra le négatif que l'on mettra dans l'appareil de traitement, et l'appareil de traitement traitera au mètre près, au centimètre près plus tard, le vignoble. Là, vous me parlez encore de technologie, de science. En fait, les viticulteurs, comme souvent les agriculteurs, sont des ingénieurs du vivant. C'est un peu l'image inverse de celle qui est véhiculée par les courants auxquels Eddy et moi-même nous nous intéressons. Des mouvements radicaux d'hostilité à l'utilisation des pesticides. On a même un candidat à l'élection présidentielle qui se sent obligé de parler de pesticides du matin au soir, même quand on ne lui pose pas la question. Ces deux mondes sont-ils réconciliables ? Mais en fait, je pense que la façon de réconcilier ces deux mondes, c'est la vérité. Alors, donc, encore faut-il l'aimer. Vous savez que la vérité, c'est elle qui paye le plus lourd tribut en cas de guerre, mais aussi en cas de conflit. Oui. Et les jours qui viennent de s'écouler nous viennent prouver encore un peu plus cette maxime. En fait, aujourd'hui, quand des candidats à l'élection présidentielle disent qu'ils veulent sortir des pesticides, et on leur dit comment allez-vous faire, ils disent on va passer au bio, c'est un gros mensonge, puisqu'en fait, si vous voulez, le premier pesticide de l'histoire, c'est la bouillie bordelaise dont on parlait tout à l'heure, et on l'avait inventé pour lutter contre la peste, qui était le mildiou, qui est une maladie terrible, qui fait noircir d'ailleurs les pommes de terre, les tomates, la vigne, et qui fait perdre les récoltes. Et donc on a inventé ce sulfate de cuivre pour attaquer la peste. Donc aujourd'hui, le pesticide le plus utilisé, il est agréé pour l'agriculture biologique, il est utilisé en agriculture biologique, et toutes les agricultures utilisent des pesticides, des produits phytosanitaires. C'est un peu comme si on disait aux gens, on va faire de la médecine, mais on va fermer les pharmacies. Oui, on va faire plus de médicaments. Voilà. D'accord. Jean-Marc Petain, oui. Ça vous inspire une réaction, puis Eddy ? Ce que je voulais dire, c'est que je pense que le grand public, les consommateurs doivent comprendre que le monde agricole, il est en marche. Il est en marche depuis très longtemps, mais là, il va encore accélérer. Il va relever le défi de la transition agroécologique, c'est-à-dire tout faire pour réduire les intrants, mais pas n'importe comment. Quand je dis pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des innovations qui permettent cette réduction des intrants. On ne va pas demander à un viticulteur de sacrifier sa récolte parce que tout d'un coup, un homme politique aura décidé du jour au lendemain ou un gouvernement aura décidé du jour au lendemain de réduire ou d'interdire telle molécule. C'est une menace réelle ? C'est sérieuse ? Je pense que ça a été une menace réelle. Je pense je suis peut-être naïf, il y a une espèce de prise de conscience qu'entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre. Et donc, il faut que cette transition agroécologique elle se fasse selon un calendrier clair, établi, tenant compte des différentes innovations. Ça peut être des nouvelles molécules, ça peut être des outils intelligents, ça peut être de la lecture connectée. Et ces technologies, elles vont s'adresser à toutes les viticultures. Ces innovations, elles vont aussi arriver dans les mains des viticulteurs bio. Donc il faut aussi qu'on cesse d'opposer les systèmes entre eux pour relever ensemble de ce défi. Et donc chez BASF, on a depuis maintenant 3 ans une feuille de route agroécologique où on s'inscrit dans cette transition avec un calendrier très clair. Et par exemple, à 2030, 70% de notre chiffre d'affaires viendra encore des produits phytosanitaires. Donc le grand soir où on va dire on se passe des pesticides, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc 30% de notre chiffre d'affaires viendront du biocontrôle. Aujourd'hui, on est leader. On veut continuer à le rester. Viendront des semences, viendront du digital. Mais c'est cette prise de conscience que cette transition, elle est complexe, qu'il faut qu'on arrive à faire passer auprès des gouvernements, des politiques et des consommateurs. Oui, et puis alors Eddy, là on est dans un domaine qui est un domaine un peu sacré en France, celui de l'alimentation. Parce que dans ce salon, on accueille des professionnels qui produisent l'alimentation solide ou liquide d'ailleurs du monde. C'est un sujet très sensible. Est-ce que c'est un sujet essentiellement pour les citadins ? Pas nécessairement. Mais
pour rebondir un petit peu Oui. par-delà votre question sur ce qui a été dit, quelques éléments de réflexion. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur la perception des risques auprès du grand public depuis les années 70. Et effectivement, ce qui ressort, c'est qu'il y a deux éléments qui amènent le public à avoir peur. Le public, c'est vous et moi. À savoir des risques invisibles à l'œil nu et des risques non maîtrisables. Bon. Et donc les résidus de pesticides, mais d'hormones ou d'autres types de résidus en font partie. Comme la base du risque aux yeux du grand public, c'est la radioactivité. Bon. Mais il y a un autre élément que ces enquêtes ont montré, c'est que le public n'évalue pas le risque en soi. Il évalue le risque de façon relative par rapport aux bénéfices. Il fait un rapport risque-bénéfice. Prenons le cas de la chimio. La chimiothérapie, si vous êtes en pleine forme, effectivement, vous prenez un risque pour votre santé. Mais si vous avez une tumeur et que potentiellement vous pouvez lutter contre cette tumeur, vous êtes prêt à prendre ce risque. Et donc, la difficulté en termes d'acceptabilité sociale des phytos, c'est quel est le bénéfice. Et là, j'en reviens à un deuxième élément, c'est que quand on sonde les Français, je dirais, c'est la partie citoyenne en eux qui répondent. Et le citoyen, vous et moi, on cherche à être vertueux, à faire ce qu'il y a de mieux pour la planète, à faire de mieux pour le bien-être animal, pour la santé, les abeilles, tout ce que vous voulez. Mais il y a d'autres parties en nous. Et d'autres parties, il y a notamment le client. Et le client, il va regarder le prix. Et sur ces sujets-là, effectivement, et puis il y a le mangeur aussi, au passage. Et le mangeur ou le buveur, il est dans une autre logique. Et en l'occurrence, effectivement, on voit bien que le risque aussi n'est pas que pour la santé, ça peut être aussi la question du prix. Et le bénéfice, on voit bien, et c'est le cas notamment, et je reviens un petit peu à votre question, il y a un exemple qui est assez intéressant, ce qui s'est passé en Suisse lors d'une votation sur l'interdiction des pesticides en 2021. Oui. Et au départ, les sondages montraient qu'une majorité de la population était favorable à cette interdiction. Et petit à petit, ils se sont aperçus que le risque pour la santé, pour les sols, pour l'eau, etc., était peut-être moins grave que le risque pour le portefeuille. Et finalement... donc ils ont arbitré. Ils ont arbitré en faveur de... ils ne voulaient pas interdire les pesticides parce qu'il y a eu une crainte que ça aboutisse, à une augmentation du prix des produits. Et c'est tout le problème du bio. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le bio est en grande difficulté pour écouler les productions. Et il y avait même effectivement des interrogations sur les risques sanitaires de l'abandon des phytos. C'est ça qui est assez intéressant. Ça aussi, ça fait partie du débat. C'est-à-dire qu'il y a parfois des idées reçues. Cette émission s'appelle Stop Intox, et donc on essaye de chasser les intox, mais y compris d'ailleurs celles dont on peut être nous-mêmes porteurs. On a tendance, et c'est humain, à considérer que le petit producteur d'en face est toujours plus vertueux que le gros producteur lointain industriel. On oublie souvent que dans l'industrie, il y a des méthodes HACCP, on cherche l'analyse des points critiques, on a des ingénieurs qualité, on suit les process, la production elle est suivie, etc. etc. Là, Yves, on est face à un produit qui n'est pas standardisé. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas du vin comme les Australiens, les Chiliens, du vin de cépage. On fait des vins qui ont une identité propre, qui ne ressemble pas souvent. Le premier ne ressemble pas à son voisin. Et c'est d'ailleurs un peu dans l'ADN aussi du viticulteur de penser qu'il fait quelque chose d'unique et d'inimitable. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'est là que se trouve la valeur. Comment dans ce paysage, qui est un paysage d'artisanat, concilier précisément la qualité de votre production avec l'utilisation de ces produits? D'abord, on est tous très motivés pour progresser dans l'utilisation de ces produits. D'abord parce que nous sommes les premiers... Vous progressez encore? Ah ben oui, on progresse encore. Par exemple, là, on est en train, depuis 2 ans, de remplacer les insecticides pour lutter contre la cicadelle, qui est un fléau de la vigne, par du kaolin, c'est-à-dire de l'argile. Et donc, on est vraiment dans un produit d'extraction naturelle. Et ça fonctionne très bien.
on a en permanence des innovations qui sont proposées par les producteurs de produits phytosanitaires, par un certain nombre d'organismes de recherche, par le travail des chambres d'agriculture, pour progresser, toujours progresser. Nous, il y a 3 ans, pour anticiper les futures décisions du gouvernement, on a arrêté le glyphosate, l'herbicide. Alors vous l'utilisiez entre les rangs? On l'utilisait sous le rang. Sous le rang. Voilà. En fait, chez nous, on est dans l'argile et tout est enherbé. Et on a supprimé le glyphosate. Ça a eu un impact énorme sur la baisse de la production. Puisqu'en fait, la vigne, quand on utilise le glyphosate sous le rang, elle ne craint pas la concurrence de l'herbe et ses racines prennent les nutriments en surface. Si vous laissez l'herbe, eh bien, il faut qu'elle plonge ses racines. Il faut qu'elle aille chercher plus loin. Il faut au moins 2 ou 3 ans avant qu'elle retrouve les nutriments qu'elle a perdus en surface. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on découvre. Les politiques nous disaient en un claquement de doigts, on peut supprimer le glyphosate et puis on utilise des désherbeuses mécaniques. En fait, rien n'est simple, rien n'est facile. Mais il y a une réelle motivation de chacun à essayer de progresser. Et puis aujourd'hui, on a des moyens de communication, notamment vis-à-vis des voisins. On n'a pas besoin de signer une charte ZNT avec la commune sous l'égide du préfet pour mettre sur sa page Facebook le traitement qu'on est en train de faire. Quand vous traitez au kaolin et que vous envoyez une espèce d'eau blanche sur les vignes, les voisins se disent « mais qu'est-ce que c'est que cette eau blanche ?» Et en fait, si vous mettez sur votre page Facebook une photo du traitement en disant « je suis en train de traiter avec du kaolin, le kaolin c'est de l'argile et donc c'est une méthode sans risque, vous pouvez même continuer à vous promener dans les vignes », le voisin est au courant tout de suite. On a des moyens, des tas de moyens. En fait, ce qui est terrible dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on veut tout régenter depuis le haut. On veut que tout passe par des procédures administratives, par le préfet, etc., au lieu de laisser tout simplement les voisins communiquer entre eux et nous laisser éduquer ce que vous appeliez les néo-ruraux ou les rurbains qui viennent habiter chez nous, qui souvent d'ailleurs rachètent les anciennes exploitations agricoles, parce que quand un agriculteur arrête, les terres sont partagées entre les voisins et la maison, elle, est achetée par quelqu'un qui vient habiter là. Et donc il faut s'éduquer mutuellement, communiquer et partager toutes ces informations. Ce que vous dites fait réagir, oui? Oui, je pense que pour faire le lien entre ce qui vient d'être dit, je pense que notre défi à tous, c'est de recréer effectivement de la confiance. Le gouvernement, des structures comme l'INRA ne nous aident pas forcément d'ailleurs à recréer cette confiance. Ils pourraient, je pense, être plus avec nous dans cette feuille de route pour accompagner cette transition. Et cette confiance, elle passe aussi par la compréhension des bénéfices des produits phytosanitaires ou la compréhension de ces nouvelles innovations comme le kaolin qui sont apportées. Je fais référence aux dégâts de l'oïdium et du mildiou. Je reviens toujours à ça. Quand on homologue un produit phytosanitaire, il faut qu'on aille jusqu'au bout. On ne s'arrête pas au raisin. On va, par obligation réglementaire, jusqu'au vin. Et on doit montrer que la protection contre le mildiou ou l'oïdium qu'on a apporté, ou contre le botrytis, a des bénéfices sur la qualité du vin. Et donc, on est obligé de le faire de façon réglementaire. Et on montre que des faibles dégâts, notamment de l'oïdium, notamment du botrytis, peuvent donner des faux goûts au vin. Et donc ça aussi, c'est important de l'expliquer. On peut se dire, c'est pas très grave, ces dégâts d'oïdium et de botrytis. En fait, derrière, ça peut créer des faux goûts. Alors, il peut y avoir des amateurs de vin nature. Moi, j'en suis pas un, c'est sûr. On peut parler de, comme l'avait fait M. Seralini, du goût putassier des pesticides. Je suis désolé, je pense qu'il y a un bénéfice à l'utilisation de produits phytosanitaires pour préserver la qualité du raisin et donc la qualité du vin. Alors, peut-être qu'on conclura sur les pesticides. Je voulais qu'on parle un peu du secteur. Yves, quand on pense à Bordeaux, on se dit tout va bien à Bordeaux, parce que Bordeaux, c'est un mot éternel qui symbolise l'excellence française. C'est un peu comme quand on parle du champagne. En oubliant d'ailleurs qu'en Champagne, il y a la Côte des Blancs à Chouilly, mais il y a aussi des domaines de production moins riches avec des champagnes plus économiques. Est-ce que votre situation à Bordeaux est aujourd'hui une situation stable? Comment se porte le vignoble bordelais? Dans le vignoble bordelais, il y a la haute couture, les crus classés, etc., qui sont dans un monde, le monde du luxe. Et puis il y a les produits de consommation qui sont bu tous les jours. Aujourd'hui, la situation est très compliquée. En fait, ça fait 20 ans
en fait, que Bordeaux est en crise. Il y a eu la crise d'une surproduction mondiale qui a fait baisser les prix du vin un petit peu partout, entre 2000 et 2008. Ensuite, il y a eu la crise des subprimes qui a fait baisser la consommation et qui donc a encore déséquilibré l'offre et la demande dans le monde entier. Et puis, depuis le début des années 2010, on enchaîne les aléas climatiques. Et donc, ça crée des yo-yo dans la production, ça crée des yo-yo dans les prix, et tout ça n'est pas bon, notamment sur les marchés internationaux. S'ajoute à ça une baisse constante de la consommation en France et en Europe, où on enterre tous les jours des consommateurs réguliers de vin, qui sont remplacés par des jeunes générations qui sont plutôt des consommateurs de bière. Et aujourd'hui, s'ajoute à ça la crise du coronavirus, qui a fait que pendant 2 ans, les restaurants étaient fermés. En France, les restaurants, c'est 1 bouteille de vin sur 3 consommée. Donc c'est considérable. Donc c'est considérable. Un tiers du marché. Et à l'étranger, c'est peut-être plus 2 bouteilles sur 3 que 1 sur 3. Et donc la fermeture des restaurants dans le monde entier a été terrible. Et en fait, les épisodes climatiques ont baissé la production, mais dans le même temps, la consommation baissait, ce qui fait que les prix n'ont pas été revalorisés. Et aujourd'hui, on est dans une situation un peu catastrophique où à la fois les ventes sont rares et les prix sont très bas. Et donc, c'est très compliqué. Les conditions de culture sont les mêmes ou Les conditions de culture sont les mêmes. Moi, je prends l'exemple, je travaille beaucoup avec la grande distribution en France. Ma bouteille de vin en prix consommateur aujourd'hui est 5% plus chère qu'en 1996. 5% plus cher en prix consommateur. Et le prix qu'elle m'est payé à moi a augmenté de 2% depuis 25 ans. Et vos conditions de production, elles elles ont doublé. Elles ont doublé parce que en fait, les rendements par hectare ont baissé parce comme il y a trop de production et qu'on ne passe pas finalement à une méthode plus expéditive qui est de supprimer des surfaces de vignes. On demande à chaque viticulteur de baisser ses rendements à l'hectare. Les rendements, c'est ce qui assure les recettes et le nombre de pieds, c'est ce qui assure les charges. Et donc, les charges, elles augmentent. On a beaucoup de travail manuel. Chaque pied de vigne est taillé à la main. On a beaucoup de travail mécanique. L'interdiction du glyphosate engendre des travaux mécaniques supplémentaires puisqu'il faut faire tourner les tracteurs plus pour supprimer l'herbe qu'on supprimait avec la chimie. Donc vous émettez un peu plus de CO2. On émet plus de CO2 et les produits phytosanitaires ont augmenté, comme le pétrole a augmenté, comme le gaz a augmenté, enfin tout a augmenté. Le SMIC, depuis 25 ans, a augmenté beaucoup avec les passages aux 35 heures, etc. Donc aujourd'hui, l'appellation régionale Bordeaux est en difficulté. Sauf donc les grands châteaux, c'est ça? Les grands châteaux sont beaucoup moins... Il y a 2 ou 3 univers. Il y a l'ultra premium, il y a les vins de qualité très supérieure, et puis il y a le vin du quotidien, c'est ça? Absolument. Et puis il y a en plus de ça un goût des amateurs de vin aujourd'hui pour découvrir une multitude d'appellations, y compris à l'étranger. Et donc la fidélité que certaines familles avaient depuis des générations, les gens étaient soit Bordeaux, soit Bourgogne, soit Côte-du-Rhône, ça n'existe plus. Soit les 3 en même temps. Soit les 3 en même temps. Aujourd'hui, Mais l'offre s'est élargie, c'est vrai, elle est large et profonde. Absolument. Je veux revenir après aux négociations en cours actuellement dans la grande distribution pour parler prix, mais Jean-Marc Petat souhaite prendre la parole. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui vient d'être dit, c'est très important pour une entreprise comme BASF. La vigne est une culture stratégique pour le groupe en termes d'investissement R&D. Depuis 20 ans, on est engagé dans la viticulture. On est en train d'investir sur plus d'axes que précédemment. En 2018, on a pris un virage, on était un pur player des produits phytosanitaires, on est devenu un fournisseur de solutions. Bien sûr, les produits phytosanitaires, le biocontrôle, mais aussi le digital, les variétés. Et donc tout ça, c'est complexe, ça demande des budgets R&D encore plus importants. Et notre enjeu à nous, c'est de ne pas se tromper. Et je voudrais juste citer un exemple où on s'est planté. On a développé une technologie pour aider les viticulteurs à lutter contre l'ESCA, un produit contre l'ESCA, une maladie du bois, qui provoque un dépérissement dont les symptômes sont visibles, on va dire 10 ans après la contamination. Donc on a investi dans la R&D, on a homologué le produit, on l'a lancé et on vient de l'arrêter parce qu'on faisait 200 000 € au niveau national. C'est une catastrophe. On ne peut plus se permettre ce genre d'erreur parce que c'est des investissements qu'on aurait pu allouer à d'autres besoins des viticulteurs. Et donc, c'est ça. Moi, ma demande,
Et c'est aussi pour ça que je suis là, c'est que nous, on demande effectivement à nous rapprocher le plus possible des viticulteurs pour comprendre beaucoup plus leurs besoins. Moi aussi, j'ai une vision peut-être un peu idéaliste de la viticulture. Premier marché, première filière à l'export. On peut avoir une vision très angélique. Ah oui, c'est une contribution considérable. Qui cache peut-être une réalité beaucoup plus difficile. Donc voilà, moi, ma demande, ça serait effectivement qu'on ait ce genre d'échange très concret pour qu'on comprenne encore mieux les besoins des viticulteurs, pour soutenir là aussi toutes les viticultures. Mais vous coopérez, non? Enfin, j'imagine. Pas assez. Alors, une des particularités de la viticulture, c'est qu'elle est très fragmentée en termes d'organisation. Il y a le Bordeaux, il y a le Champagne, il y a la Bourgogne. Et pour nous, c'est très complexe. Ça veut dire beaucoup d'interlocuteurs. Si je prends l'exemple du blé, j'ai un interlocuteur, c'est la GPB, la filière blé. Alors, trouver des interlocuteurs, centraliser la parole, c'est ça? Ou alors être sûr que dès qu'on a un interlocuteur dans le Bordelais, c'est le bon. D'accord. Est-ce que Eddy Fougier, c'est toujours un produit très symbolique, le vin, dans l'esprit du public? Oui, quand on regarde les enquêtes, effectivement, ça fait partie de... Déjà, l'alimentation, et vous avez dit solide ou liquide, fait partie de l'identité française, même si la notion d'identité est à prendre avec beaucoup de pincettes en ce moment. Le vin avant même la France, avant la naissance de la France, le vin rouge, c'est le christianisme. Oui. C'est la civilisation chrétienne. Bien sûr. Donc, c'est un élément de fierté, mais cela a été dit, effectivement, les jeunes générations n'ont pas nécessairement le goût du vin dans tous les sens du terme et préfèrent d'autres types d'alcool, d'où le développement des bières locales aussi. Ça marche très bien, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Donc, il y a au-delà de l'acceptabilité des pesticides, il y a aussi un travail à faire en matière de goût pour que les jeunes générations puissent s'y mettre et qu'on ne s'en tienne pas à un côté de belle endormie. Je parle du vin français. Mais heureusement, il a toujours ses clients, le vin français. Il y a toujours la tradition. Et vu de l'étranger, le vin français est cher. Alors, c'est vrai qu'il est cher, mais bon, c'est pas un vin générique. C'est un vin d'assemblage. Un mot quand même sur les jeunes et la consommation de vin. J'ai été frappé de voir il n'y a pas très longtemps qu'il y avait un gros débat, je ne sais plus où, je ne sais pas si c'est à Bordeaux ou en Bourgogne, pour mettre du vin dans des canettes. Ça vous a pas frappé, ça? Ça a déjà été fait, ça. Oui, ça a déjà été fait. Aux États-Unis, ils avaient même fait des mélanges de vin avec du café, en disant finalement pour les soirées, c'est les deux boissons préférées des jeunes. Donc je laisse je mets ça sur la table. Je suis pas sûr que dans le Bordelais ou ailleurs. Il n'y a pas que le Bourgogne, le Bordelais, la Champagne, il y a aussi les Côtes-du-Rhône. Hein. Moi, je suis de la région. Il y a les Côtes-du-Rhône, il y a les vins d'Alsace. Voilà. Mais c'est vrai. Il y a les Côtes de Toul. Côte de Toul, alors oui, il y en a on sent une influence très septentrionale. Mais il y a sans doute un travail, je dirais, je vais employer un mot vulgaire, mais de marketing à faire effectivement dans la présentation, pas uniquement auprès des jeunes. On voit bien ce qui est fait, même si je ne suis pas un spécialiste, auprès des femmes, notamment au travers des rosés fruités, etc., etc. Donc il y a sans doute un travail à faire de type marketing. Je partage tout à fait ce point de vue. Enfin, je le prolonge en disant que certains territoires ont vécu sur la rente. C'est-à-dire se sont endormis. En réalité, ont oublié d'innover, pensant que le modèle était éternel et indestructible. Comment se passent, Yves Damécourt, les négociations en cours dans la grande distribution? On parle de ce qui est un fleuron français. On est très heureux de vendre du vin à l'étranger. On est très heureux de le consommer en France aussi. Souvent, le canal de distribution, c'est la grande distribution. C'est 85% du marché alimentaire. Je ne sais pas si c'est les mêmes chiffres pour le vin. Il y a l'esprit des lois, la loi Egalim, mieux partager la valeur. Est-ce que l'esprit et la lettre seront au rendez-vous? Aujourd'hui, ça se passe très mal. En fait, si vous voulez, il y a eu Egalim 1 qui n'a pas fonctionné, de l'avis même du gouvernement, puisqu'ils ont engagé Egalim 2 pour corriger les défauts d'Egalim 1. Et en fait, il y avait, dans la loi Egalim, il y avait un principe simple quand on l'entend comme ça, c'était que quand un produit agricole est emballé, eh bien, on essaye de sanctuariser la partie production agricole. Et si tout ce qui est autour a augmenté, on augmente le prix du produit fini pour que l'agriculteur ait bien
une rémunération au moins constante de ce qui est à l'intérieur de la bouteille. En fait, la grande distribution s'est organisée. D'abord, elle a participé au débat et à peine la loi Egalim 2 était sortie, elle a mis ses juristes à l'œuvre. Et puis aujourd'hui, on voit bien que tout est fait pour contourner cette loi Egalim 2. La grande distribution, elle a le pouvoir aussi de dire à quelqu'un on ne travaille plus ensemble, donc on ne parle même plus d'augmentation ou de quoi que ce soit. On supprime votre référence. C'est ça. Et donc, le pouvoir de négociation n'est que d'un côté. Voilà. Je pense qu'il faudrait qu'on ait en France, si on continue dans ce principe-là, une union nationale des fournisseurs, comme on a l'union nationale des consommateurs, pour qu'il y ait une organisation qui fasse respecter les lois, qui ait aussi un pouvoir d'action. Mais je pense qu'il y aurait un problème, un sujet encore plus simple que tout ça, c'est de supprimer les lois Egalim 1 et 2 et de mettre ce qu'on appelle la TVA sociale ou la TVA relocalisation ou la TVA équitable pour faire qu'en fait, on taxe plus les produits d'importation et que l'on supprime des charges qui pèsent aujourd'hui sur le revenu agricole, sur le revenu des indépendants, sur la main-d'œuvre, pour qu'on retrouve des marges de manœuvre, notamment dans l'agriculture. C'est très urgent aujourd'hui. On a une espèce d'usine à gaz en France et on continue toujours à taxer la production nationale et quasiment à exonérer la production d'importation. Bien, merci à tous les trois. Merci Eddy, merci Jean-Marc Petat, merci Yves Damécourt, viticulteur en Gironde, porte-parole national du mouvement de la ruralité. Jean-Marc Petat, vous êtes directeur agriculture durable communication chez BASF Agro. Et puis Eddy Fougier, qui publie régulièrement, vous publiez beaucoup. Il faut lire les écrits d'Eddy Fougier, politologue spécialiste de l'altermondialisme. C'est ça, des mouvements de contestation. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est diffusée sur notre chaîne YouTube. Merci à Sémaï, Village Semence, de nous accueillir comme chaque jour ici. Demain, un nouveau rendez-vous Stop Intox. J'aurai le plaisir de vous y retrouver. Je vous donne rendez-vous à 10h30. À demain.